0%. 0%, c'est votre chance d'être attaqué par un requin dans une piscine. Et pourtant, quand j'étais jeune, j'avais une phobie terrible des requins. Dès que je mettais un pied dans l'eau, et là, vous savez, quand même plus tard, vous vous éloignez un peu du bord, et là, vous avez l'eau trouble tout autour de vous, et vous n'avez plus pied. Et là, vous ressentez cette phobie, cette émotion qui vous prend les tripes et qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire. On a tous des phobies, des peurs un peu bizarres. Et sans trop jamais savoir d'où ça nous vient. Enfin, dans mon cas, j'en ai une petite idée. J'ai 39 ans, je suis la génération Les Dents de la Mer, merci Spielberg. Mais enfin, moi, ça m'arrivait jusque dans les piscines. Vous imaginez la honte. En grandissant, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre par mes phobies et de faire un métier étrange, un métier bizarre. Je suis devenu pilote de patrouilleur maritime dans l'aéronaval. Alors vous me direz, du coup, j'ai passé presque 20 ans de ma vie à patrouiller au-dessus des mers. Quand on a peur des requins, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Mais je m'y suis fait, et dans ce métier, j'ai souvent été confronté à un décalage entre la vision que j'avais de certaines situations et le risque réel que je prenais. Dans la vie, on fait tous face à des risques. Et face à ces risques, on ressent tous des émotions. Et surtout, on a une vision très différente les uns les autres d'interpréter ces situations et d'interpréter ces émotions. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de risques, et notamment de cet étrange décalage de perception des risques, mais aussi de vous faire comprendre qu'il est possible, en intégrant ses peurs, en changeant sa vision des choses, d'affronter ce risque. Alors d'abord, où sont vos requins à vous ? Quelle est votre représentation du risque ? Est-ce que vous savez qu'il y a tous les ans en France moins d'une centaine de morts dues à un accident aérien ? Ce chiffre peut paraître élevé, mais en fait il faut le comparer à d'autres, notamment un dont on entend beaucoup parler, c'est le nombre de tués sur la route. On est aux alentours en France de 3500 morts par an sur les routes de France. Et alors, il y a un autre chiffre dont on n'entend jamais parler. Un peu comme si tout le monde s'en fichait. C'est le nombre de décès dus à des accidents domestiques en France. 11 500 morts. 3 fois plus que sur la route. On pourrait se dire, mais alors, on prend plus de risques à faire cuire ses pâtes à la maison qu'en prenant l'avion. Oui, mais il y en a quand même qui font peut-être cuire plus souvent leurs pâtes qu'ils ne prennent l'avion. Voilà, il faut réagir en nombre de cycles égal. Et justement, un nombre de cycles égal, alors pour les pâtes, je ne suis pas très sûr, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on prend beaucoup plus de risques dans notre voiture que dans un avion. Le transport aérien est un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Est-ce que vous savez que statistiquement, il faudrait voler pendant 40 000 ans non-stop pour être sûr d'avoir un accident aérien ? Tous les jours, 5 millions de passagers sur Terre prennent l'avion en toute sécurité. Et pourtant, un passager sur 3 avoue avoir peur en montant dans un avion. Alors, je pourrais rajouter encore des colonnes supplémentaires. 80 000 morts par an dus au tabac. Et je peux rajouter encore une colonne, la malbouffe. On n'arrive même pas à donner un chiffre, tellement c'est catastrophique, mais ça fait plus de morts en France que le tabac. Alors, quand vous descendez de l'avion et que vous courez, vous allumez une petite cigarette. Quelle est la chose la plus risquée que vous êtes en train de faire ? Pour résumer, on peut voir que plus ça fait peur, et moins c'est risqué. Ce décalage d'interprétation des risques est aussi valable dans nos choix de vie. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs meetings aériens et d'y présenter des avions, et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où j'étais dans le cockpit et des gens viennent en me disant « Ah, vous faites un métier extraordinaire, j'aurais toujours voulu être pilote. » Moi j'étais super fier, c'est génial, et alors naïvement je leur dis « Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où j'ai entendu « Ah mais non, mais c'est beaucoup trop difficile pour moi, il faut être super fort en maths, super fort en physique, super fort en ci, en ça. » L'être humain a cette faculté d'imaginer l'échec de son projet avant même d'avoir commencé. Combien de personnes imaginent l'échec de son projet avant d'avoir essayé ? Combien de personnes
imagine voir des requins dans la piscine avant d'avoir mis le pied dans l'eau. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée le 27 avril 2001. J'étais tout jeune pilote, je venais d'être lâché pilote de surveillance maritime. En Méditerranée, j'étais affecté dans le sud, et j'étais affecté sur l'avion, le Nord 262, qui est le plus vieux et le moins fiable de toute l'aéronautique. Première affectation, bienvenue au club. Mais je m'en fichais, moi j'étais pilote, extraordinaire. Et cet avion nous servait à faire des surveillances maritimes en Méditerranée, principalement autour de la Corse et des Baléares. Avouez que le job est plutôt sympa, hein, même sur un avion datant des années 60. Mais ce jour-là, je suis avec une équipe extraordinaire. J'ai un commandant de bord extrêmement gentil, un mécanicien de bord à mes côtés, très expérimenté, et à l'arrière, plusieurs navigateurs et radaristes que j'apprécie énormément, une super équipe. Ce jour-là, notre avion a subi au niveau du moteur gauche, avant le décollage, une toute petite réparation. Toute petite. Et notre mission du jour consistait à décoller, et une fois à la verticale du terrain d'Ajaccio, c'était en Corse, on devait couper notre moteur gauche en vol et le rallumer en vol pour vérifier qu'il se rallume correctement avant de partir faire notre mission en mer. C'est ce qu'on a fait. Alors, est-ce que vous imaginez, au moment du décollage, je suis en train de décoller et là je me dis, j'ai le plus beau bureau du monde avec une vue imprenable sur les montagnes corses. Extraordinaire. J'ai 23 ans, je suis le plus jeune pilote de mon unité, et là j'arrive vertical Ajaccio, et je fais ce que je dois faire avec mon équipe, on coupe le moteur gauche. Et là, on essaye de le redémarrer. Vous avez compris ce qui se passait déjà? Évidemment, jamais il est reparti. On a fait une première tentative, rien. Deuxième tentative, rien. Troisième tentative, toujours rien. Une quatrième tentative, et là, le moteur, au lieu de démarrer, a commencé à fumer noir, et il a commencé à prendre feu. Au même instant, je sens comme une odeur de brûlé dans le cockpit, et je vois sous mon bras gauche de la fumée qui sort de mon panneau électrique. Quelques secondes après, j'entends un grand clac, et je vois tous mes instruments de bord qui se coupent devant moi. On passe en panne électrique totale. En panne électrique totale sur cet avion, on n'a plus de communication entre nous avec nos casques radio. Sans trop comprendre, savoir ce qui se passe, je me tourne vers mon commandant de bord et je vois qu'il est en train de me crier des choses que je n'entends pas. Je continue à me tourner vers mon mécanicien de bord et je le vois me regarder avec des yeux exorbités et un petit extincteur de bord. Alors, est-ce que vous pouvez prendre ma place et me dire ce que vous auriez fait dans cette situation-là? En fait, la situation n'est pas aussi compliquée qu'on pourrait le croire. Tout est une question de point de vue. Il faut relativiser ces problèmes. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Sur un bimoteur, vous avez deux moteurs. Quand un moteur ne marche pas, il vous reste toujours l'autre moteur qui marche très bien. Vous avez de la fumée dans la cabine, on a des masques à oxygène. Et je savais qu'en moins de 3 minutes, on serait posé sur l'aéroport d'Ajaccio. Plus de communication entre nous, tout le monde savait exactement ce qu'il avait à faire. On était entraîné pendant des années aux procédures sur simulateur de vol pour savoir exactement comment réagir dans ces situations. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous, j'ai psychoté. J'ai psychoté, on a psychoté, mais tout en psychotant, on a posé l'avion sur un moteur et en moins de 3 minutes, on était posé sur l'aéroport d'Ajaccio avec les pompiers autour de nous. Est-ce qu'on doit dire qu'on ne prend pas de risque en volant? Si. Mais le risque est maîtrisé. Alors, relativiser un risque? Ok. Mais comment se fait-il, on peut se poser la question, qu'un être humain, une machine aussi bien faite que l'être humain, arrive aussi mal à relativiser le risque? Pour ça, il faut se rappeler une chose, c'est qui on est vraiment. Alors, je ne suis pas très fort en dessin, mais je vous ai amené un portrait de vous et moi, le chasseur-cueilleur.
Face à un risque, nous sommes encore tous des chasseurs-cueilleurs. Des dizaines de millions d'années d'une évolution darwinienne logique pour passer du singe à l'homme. En quelques milliers d'années, on passe à l'homme moderne. En quelques centaines d'années, voire quelques dizaines d'années, on invente la technologie moderne et on envoie notre chasseur-cueilleur dans un avion ou dans l'espace. Le chasseur-cueilleur est extrêmement bien adapté à son environnement. Il ne connaît que fuite, lutte, inhibition face à un risque. Par contre, il est extrêmement moins bien adapté dans cette situation-là. Et moi, chasseur-cueilleur, dans cette situation-là, fuite, lutte, inhibition, face à mon risque, eh bien, fuite, je ne peux pas. Lutte, je ne peux pas. Et inhibition, il vaut mieux pas. Alors, j'ai quand même une excellente nouvelle, c'est que dans quelques dizaines de millions d'années, ça ira beaucoup mieux. Alors, quand nous réfléchissons, nous utilisons deux grandes parties de notre cerveau. La première partie, le territoire limbique, s'occupe que des situations simples et de toutes nos émotions. La deuxième partie, le territoire préfrontal, situé à l'avant du front, ne s'occupe, elle, que des situations complexes, mais aussi tout ce qui demande plus de créativité. On utilise tous ces deux parties en permanence, on switch de l'un à l'autre. Sauf que face à un risque, il y a une des deux parties qui est automatiquement inhibée. C'est la partie créatrice. C'est un système, un superbe système d'autoprotection qu'a l'être humain, qu'a le chasseur-cueilleur. Dès qu'il est face à un risque, nous n'avons plus que la partie qui ne gère les situations simples et les émotions. Quand on est face à un lion ou à un ours qui nous saute dessus, on ne commence pas à philosopher en fonction de la couleur de l'ours ou du lion, si on doit partir à gauche ou à droite. Non, c'est l'émotion qui prend le relais, en l'occurrence ici la peur, et qui nous fait partir en courant. C'est ce qui nous a toujours protégés depuis des millions d'années. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Sauf que ce problème n'est plus du tout là, on n'est plus du tout adapté face à un risque que vous gérez tous les jours dans votre travail ou dans votre vie sociale. Ça permet de comprendre une chose, c'est que face à un risque, on va avoir un choix à faire. Si on ne fait rien, ça pousse notre cerveau à rester bloqué dans l'émotionnel. Et ça, il y a des gens qui l'ont bien compris, ce sont les terroristes, avec les attentats dont on a malheureusement tous entendu parler. Soit on ne fait plus rien, on reste chez soi, on ne prend plus jamais l'avion, on ne va plus jamais voir un feu d'artifice, on ne va plus jamais se promener sur la promenade des Anglais. Soit on décide d'utiliser notre partie créatrice de notre cerveau, de changer notre vision des choses et d'intégrer nos peurs, et surtout on continue à vivre. On a tous des rêves dans la vie. Et on a tous besoin de prendre des risques pour réaliser ces rêves. On a tous besoin de prendre des risques pour se réaliser soi-même. Moi, mon rêve, c'était d'être pilote. Et vous, votre rêve, c'est quoi? Alors maintenant, entreprenez, osez faire les choses que vous avez toujours mis de côté juste par peur de l'échec. Et vous aussi, vous aurez la chance, un jour, de trouver de nuit en plongée un sous-marin nucléaire, rien qu'avec le plancton lumineux qui passe tout autour de lui. Mais vous aussi, vous aurez peut-être la chance d'accompagner la patrouille de France, faire des shows aériens dans des endroits qui vous paraissent complètement irréels. Et vous aussi, vous aurez peut-être tout simplement la chance de rendre service à votre star de série télé préférée. Moi, personnellement, c'est l'agent Gibbs de NCIS. Quant à ma phobie des requins, j'ai décidé il y a quelques années d'intégrer mes peurs et de me mettre à la plongée. Et je me suis aperçu qu'ils avaient beaucoup plus peur de moi que moi, je n'avais peur d'eux. Je suis désolé pour la qualité de la photo, mais le photographe a fait vraiment ce qu'il a pu. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui êtes le pilote de votre vie, car c'est vous qui avez les commandes de vos émotions. Je vous remercie.